Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Je te souhaite une bonne écoute. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode très spécial car je vais laisser la place à Rose du podcast Poule Sentimentale. Et oui, la préparation de la saison 2 du dos de la cuillère prend un peu plus de temps que prévu. Sans déconner. J'en suis désolée. Donc je profite de cette fin d'année pour te partager un épisode de Poule Sentimentale que j'adore et que j'écoute depuis sa création. Il s'agit d'un podcast mensuel, tout en douceur, qui propose des portraits de personnes qui s'engagent ou militent pour la cause animale. Que tu sois végé ou non, c'est enrichissant à plein de niveaux. On découvre à chaque fois des personnes inspirantes, on apprend plein de choses sur les animaux et à chaque épisode, je ressors pleine d'admiration pour ces parcours et ces personnalités incroyables. Je suis donc super contente de te partager un de mes épisodes préférés, celui de Healthy Ali, créatrice culinaire végane passionnée. Elle est végétarienne depuis sa naissance et végane depuis 2019. Tu la connais peut-être déjà pour ses recettes savoureuses sur les réseaux sociaux, mais je te souhaite de la découvrir encore mieux grâce à cet épisode. Et comme je suis sûre que tu vas adorer, n'hésite pas à aller t'abonner à Poule Sentimentale sur ta plateforme d'écoute. Et si c'est possible pour toi, il y a aussi une cagnotte pour soutenir ce podcast de grande qualité. Je te mettrai le lien dans le descriptif. Bonne écoute et à très vite! Salut, c'est Rose. Vous écoutez un nouvel épisode de Poule Sentimentale, le podcast qui parle de nous, les animaux. Aujourd'hui, je reçois Healthy Ali, influenceuse et autrice de livres de cuisine végane, dont les recettes sont pour moi follement gourmandes et terriblement indécentes. Quand on envisage le véganisme ou le végétalisme, il est vital de s'investir dans sa propre alimentation et de plonger, parfois bien malgré soi, dans la cuisine, la bouffe, le frichti, la graille, le casse-croûte, voire la gastronomie. Ali offre dans ses livres et sur ses réseaux une cuisine métissée, gourmande, riche en couleurs, facile à faire et très généreuse. Alors oui, on va parler bouffe, mais pas que, car ce sujet ô combien social et culturel ouvre à une discussion plus large sur nos origines et notre héritage. Ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. C'est parti. Bonjour Ali. Hello. Ali, vous êtes créatrice de recettes de cuisine végane avec des inspirations du monde entier. Vous avez d'ailleurs publié 3 livres de recettes, Cuisine végane des Caraïbes, Plat unique végane et Instant fraîcheur. Est-ce que vous pourriez nous raconter le parcours de vie qui vous a amené à la cuisine végétale ? En fait, moi, la cuisine, c'est une passion qui me vient de ma mère. Donc, depuis toute petite, j'étais un peu son commis en cuisine, parce qu'il faut savoir que ma mère est végétarienne. Du coup, moi, je suis née végétarienne à la campagne, aux Caraïbes. Donc, j'ai toujours été entourée de tout ce qui était végétal. Donc, mes parents étaient agriculteurs, importateurs, exportateurs en Guadeloupe. Donc, en fait, on avait à notre disposition des fruits et légumes frais locaux des Caraïbes. Donc, tout ce qui était bananes, cocotiers, ananas, dachine, bananes plantain. Et ma mère, en fait, était une très bonne cuisinière et depuis petite, en fait, je la suivais un peu partout dans la cuisine et c'est comme ça que m'est venu, en fait, mon amour de la cuisine. C'est ma mère qui me l'a transmis. Du coup, moi, je suis née aux Antilles, en Guadeloupe. Ma mère est née en Martinique d'un père jamaïcain et d'une mère cubaine. Et mon père, en fait, est d'origine juive ashkénaze et du côté de sa mère Arawak, donc les autochtones des Caraïbes. Donc on peut dire que j'ai un mélange de cultures assez divers, mais c'est très courant aux Caraïbes en fait d'être autant métissé et on peut retrouver dans ma cuisine, je pense, tout ce métissage et toute cette diversité en fait de cette diversité culinaire, mais aussi que ce soit dans la façon de préparer les aliments ou dans le mélange de saveurs, etc. Et ça, votre mère, elle faisait déjà de la cuisine très mélangée comme ça au niveau des cultures ? Oui, puisque elle avait d'une part son père jamaïcain et sa mère cubaine, donc c'est quand même déjà 2 cultures qui viennent toutes les 2 des Caraïbes, mais qui sont quand même bien distinctes.
C'est vrai que déjà quand j'étais petite, en fait, j'étais déjà témoin de ce melting pot et ça a contribué en fait à nourrir mon amour pour la cuisine, je pense, et aussi pour la culture de manière générale. Vous êtes végétarienne depuis que vous êtes enfant, mais maintenant vous êtes végane. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, en fait, je suis née végétarienne, donc d'une mère végétarienne, comme je disais, et j'ai donc été végétarienne pendant plus de 20 ans. Ensuite, quand j'ai quitté le foyer familial, c'est vrai que j'ai, pendant une petite période, consommé de la viande et des produits laitiers parce qu'en fait, je voulais me faire ma propre idée parce que j'ai été élevée dans cet environnement, mais c'est pas quelque chose que j'ai choisi. Et du coup, je voulais avoir la confirmation que c'était vraiment quelque chose que je faisais par choix et pas par influence de mes parents. Donc, j'ai très vite eu la confirmation que oui, j'étais végétarienne. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai plusieurs fois consommé de la viande et ça m'a vraiment... je pense que j'ai vomi après. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, le fait d'avoir été élevée à la campagne au milieu d'animaux, parce que j'étais élevée dans un refuge, mes parents, en fait, récupéraient tous les animaux des voisins dès qu'ils savaient qu'il y allait avoir... un abattage de prévu, mes parents rachetaient les animaux. Donc j'ai vraiment été élevée au milieu de vaches, de cochons, de cabris, de poules. Et le fait d'avoir grandi avec eux comme mes pères, je pense que dès petite, en fait, j'ai développé une sensibilité pour la cause animale. Et les fois où j'ai essayé de manger de la viande, en fait, c'était comme viscéral, en fait. Je ne pouvais pas parce que je pensais forcément à la personne, puisque pour moi, c'est des personnes. Mais bon, au moins, j'étais quand même contente d'avoir la confirmation que ça faisait partie de mes propres convictions et que c'était pas juste celle de ma mère. Parce que je pense que c'est important quand on fait quelque chose que ce soit une conviction et pas juste une influence extérieure. Ensuite, c'est vrai que j'étais pas vraiment éduquée sur la question en fait de la cruauté animale dans l'industrie laitière. Parce qu'en fait, encore une fois, comme j'ai vécu dans cet environnement, on avait une ferme et on avait donc des chèvres, des poules et des vaches. Donc en effet, on consommait leur lait et leurs œufs, mais sans même si aujourd'hui je sais que ça alimente quand même l'industrie derrière. Nous, en fait, en tant qu'agriculteurs d'une petite famille, je sais qu'on n'engendrait pas de cruauté envers nos animaux. Donc j'avais pas forcément une vision plus globale de cette industrie. Donc je me rendais pas compte qu'en fait que continuer en fait à consommer des produits laitiers, ça pouvait engendrer autant de cruauté animale que la consommation de viande en elle-même. D'accord. Vous avez découvert ça comment ? Du coup, en 2018, j'ai regardé un documentaire sur Netflix en fait qui parlait justement des dessous de l'industrie laitière et de la viande aussi. Et en fait, une fois que j'ai eu conscience de ce qui se passait, en fait, j'étais obligée d'arrêter tout de suite. C'était pas possible pour moi. C'est un peu comme quand j'ai consommé de la viande et que ça m'a fait vraiment une réaction viscérale. Une fois que j'étais au courant de tout ça, c'était pas possible pour moi de continuer à consommer des produits laitiers. Donc ça a vraiment été direct. Du jour au lendemain, je suis devenue végane. Enfin, je suis devenue végétalienne dans un premier temps. Et ensuite, en devenant végétalienne, forcément, j'ai commencé à suivre des comptes véganes, etc. Et c'est là que j'ai commencé à faire la transition vers un mode de vie végane entièrement. Alors, on peut peut-être en profiter pour redéfinir la différence entre végétarien, végétalien, végane. Oui, donc du coup, une personne végétarienne ne va pas consommer de viande, mais elle va quand même continuer à consommer d'autres produits d'origine animale, donc que ce soit le lait, le miel, les œufs, et aussi dans sa consommation en dehors de l'alimentation, donc tout ce qui va être cuir, laine, même les loisirs finalement. Une personne végétalienne, donc plant-based en anglais, c'est quelqu'un qui va adopter une alimentation 100% sans aucun produit d'origine animale, mais ça ne va pas forcément s'appliquer à son mode de vie. Et une personne végane, là c'est vraiment, ça va jusqu'à la consommation personnelle, que ce soit les meubles, les vêtements, les activités. Donc c'est vraiment un mode de vie qui exclut toute exploitation, qui exclut le plus possible, c'est important pour moi de préciser, la consommation de produits d'origine animale et l'exploitation des animaux. Oui, qui exclut le plus possible parce qu'on est quand même dans un monde pour moi, la nuance est vraiment importante parce que pour moi, en fait, c'est pas possible d'être végane à 100%. Et je pense que c'est important de le préciser parce que sinon, on peut partir dans des extrêmes. Moi, j'estime que, par exemple, quelqu'un qui est asthmatique ne peut pas se passer de sa ventoline. La ventoline, c'est pas végane. Et il y a des personnes véganes, en fait, qui blâment les personnes qui se disent véganes et qui utilisent de la ventoline. Et pour moi, c'est très contradictoire. Parce que qu'est-ce qui n'est pas végane dans la ventoline ? Je sais pas exactement, mais je sais que c'est un débat, en tout cas. D'accord.
J'ai déjà vu ce débat passer. Et pour moi, c'est pas acceptable de faire culpabiliser des personnes qui veulent suivre un mode de vie vegan, parce que comment peut-on défendre la cause animale si on n'est pas en bonne santé nous-mêmes? C'est pas possible. Oui, déjà. Et puis en plus, les personnes qui disent ça utilisent certainement une voiture. Tout à fait. La pureté militante, ça n'existe pas. Voilà. Il y a aussi des produits animaux dans le carburant. Dans plein de choses. Il y a des choses où on ne pourra jamais... en tout cas, pour l'instant, le monde est tel que on ne peut pas être 100% vegan, mais on tend vers. Mais de toute façon, la définition officielle du véganisme, c'est vraiment exclure tant que possible. Il faut quand même, si c'est une question de survie, évidemment que... Si on n'a pas le choix, qu'on est obligé de prendre des médicaments qui contiennent des produits d'origine animale, on va pas se laisser mourir, quoi. C'est pas possible. Bien sûr. De toute façon, le véganisme, c'est défendre tous les animaux, dont les humains. Donc ça inclut nous-mêmes. Tout à fait. C'est important de le dire. Oui. Ouais. C'est important de dire que nous sommes des animaux et voilà, et que c'est pas du tout rabaissant, au contraire. C'est ça. Alors justement, on parlait d'exclusion de certaines personnes. Est-ce que ça a changé quelque chose? Comment vous l'avez vécu socialement de devenir végane? Est-ce que ça a changé des choses pour vous? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent à franchir le pas par peur d'une possible exclusion sociale. Est-ce que ça a été le cas pour vous ou pas vraiment? Alors moi, personnellement, dans mon entourage proche, pas du tout, puisque déjà, j'ai quand même une mère qui est assez ouverte, puisqu'elle est elle-même végétarienne. Et puis même dans mes groupes d'amis, j'ai beaucoup de personnes végétariennes ou véganes, et même celles qui ne le sont pas sont des personnes qui sont très ouvertes et qui ne portent pas de jugement sur le mode de vie d'une personne. Donc honnêtement, en fait, en tout cas dans ma vie personnelle, j'ai pas eu de problème en fait d'inclusion. Après, nouvelle. Sur les réseaux sociaux, c'est autre chose, mais bon, ça, c'est comme tout, hein. Il y aura toujours quelqu'un qui sera pas d'accord et qui voudra donner son avis sur la consommation personnelle des autres. Mais en tout cas, dans ma vie personnelle, j'ai jamais eu de problème avec ça. Alors, pour continuer sur votre parcours et peut-être aussi sur ces questions sociales, vous avez un trouble du spectre autistique, je le dis bien. Oui, très bien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est déjà? Parce que pas tout le monde sait ce que ça veut dire. Oui, alors du coup, l'autisme, en fait, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a un développement du cerveau qui est différent de la norme sociale, entre guillemets, puisqu'on me voit pas. Oui, vous mimez les guillemets. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement différent de la majorité. Et du coup, c'est considéré comme un handicap par la société, non pas parce qu'on a forcément ça nous provoque pas forcément un handicap physique ou intellectuel, parce qu'il y a quand même des personnes autistes qui ont un handicap mental, mais parce qu'en fait, comme la société ne nous est pas adaptée, en fait, ça nous met un peu des bâtons dans les roues et on n'a donc pas les mêmes, on n'est pas aussi apte que les personnes neurotypiques à réussir dans la vie ou dans la société, puisqu'en fait, cette société ne nous est pas adaptée. C'est pour ça, du coup, qu'on parle de handicap pour l'autisme. Et alors, est-ce que ça change quelque chose? Vous pensez, bon, après, vous êtes autiste depuis très longtemps, donc oui, en fait, c'est difficile comme ça, oui. Voilà. C'est difficile de faire la comparaison parce que vous n'avez pas changé d'état à ce moment-là, mais peut-être que vous en savez quelque chose sur le rapport et la perception des animaux quand on est autiste. Alors, il faut savoir que l'autisme, en fait, une des principales caractéristiques de l'autisme, c'est qu'en fait, ça va toucher le comportement social, en fait, avec les autres humains. Et je pense, en effet, que beaucoup de personnes autistes ont une forte sensibilité avec les animaux parce qu'on a l'impression qu'ils nous comprennent mieux parfois que les autres humains. Peut-être parce que comme eux aussi, ils ont du mal à se faire comprendre des humains. Peut-être que c'est quelque chose qui nous rapproche. Et c'est vrai que moi, quand j'étais petite, j'avais plus d'amis animaux que humains. Je sais pas comment expliquer, mais je me sentais plus proche et attirée par eux finalement, parce que je trouvais qu'ils avaient la même façon de communiquer que moi. Et c'est hyper intéressant. Tout à l'heure, vous avez dit j'étais parmi mes pairs. Oui, c'est ça. En parlant des animaux qui vous entouraient quand vous étiez enfant. Donc oui, pour moi, c'était vraiment mes amis, mes frères et sœurs. Je faisais pas de distinction entre enfin, je dis pas mes animaux parce qu'ils m'appartenaient pas, mais entre mes colocataires. C'est ça. Et moi. Oui, vous avez vraiment eu une proximité très spéciale oui, tout à fait. Et vous aviez l'impression finalement de vous comprendre mutuellement. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Est-ce que vous avez justement une anecdote avec un de ces animaux à nous raconter?
Oui, du coup, quand j'étais petite, j'avais une poule de compagnie poule de compagnie. Je vivais avec une poule qui s'appelait Cocotte. C'est une poule en fait qu'on avait sauvée, pareil, d'un voisin en fait qui allait en faire son repas de Noël. Hein. D'accord. Ah ouais. Et donc du coup, quand c'était comme ça, mon père il allait voir les voisins, soit ils échangeaient les animaux contre un cajot de légumes, soit il leur donnait de l'argent pour récupérer l'animal. Et du coup, c'est comme ça que Cocotte est arrivée dans notre vie et c'est vite devenu ma meilleure amie. Vous aviez quel âge ? J'avais 5 ans. Et donc du coup, Cocotte, tous les matins, elle venait pondre son œuf dans l'évier. Donc elle venait dans la cuisine, elle sautait sur le plan de travail, elle laissait ses œufs et elle attendait qu'on lui dise c'est bien. C'est vrai ? Oui. Et moi je jouais avec elle, je l'habillais, je la mettais dans la poussette, elle était trop contente. Voilà. Et du coup Cocotte a vécu une bonne vie, mais elle est quand même décédée à 6 ans parce qu'en fait elle avait eu des complications suite à la ponte régulière, oui. En fait, puisque faut savoir que de base, en fait, une poule n'est pas censée pondre autant d'œufs qu'aujourd'hui. C'est juste que entre l'exploitation animale et les conditions d'élevage, en fait, au fur et à mesure, les poules ont évolué, mais dans le mauvais sens. Oui, il y a eu des modifications génétiques, des sélections génétiques. Oui, et c'est vrai qu'il y a des études qui ont prouvé que c'est vraiment suite à l'exploitation provoquée par les humains que ça... Qu'elles pondent autant. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça leur fait ? Ça les... Elle souffrait d'arthrose, du coup. Puis elle avait des douleurs. Elle était vraiment... après, elle est morte naturellement. Mmh. Et je pense qu'en fait, une poule, s'il n'y avait pas d'exploitation, en fait, une poule pourrait vivre jusqu'à 20 ans. Ça arrive selon les espèces. Oui, des espèces un peu plus rustiques peuvent... C'est ça, qui sont plus proches de l'état sauvage, en fait. Et donc, c'est peut-être aussi en pensant à elle que vous avez arrêté de manger des œufs. Alors, personnellement, je consommais pas beaucoup d'œufs. Justement, en fait, j'aimais pas les voir visuellement comme ça. Donc, moi, quand j'utilisais des œufs, c'était plutôt pour la pâtisserie. Mmh. Et ça a été relativement facile d'arrêter les œufs en pâtisserie parce que c'est très facile à remplacer en pâtisserie végane. Mais je consommais pas trop des œufs au plat, des œufs brouillés. Vraiment, l'aspect, oui, ça me rappelait déjà Cocotte. Et puis surtout, j'ai toujours trouvé ça un peu... ragoûtant l'aspect. Après, je ne juge pas les personnes qui aiment ça, hein, mais personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attirait. Oui, il y a le côté un peu gluant, peut-être. C'est un peu bizarre. Alors, vous nous avez parlé de vous, de toutes vos richesses, mais on n'a pas encore abordé une de vos principales activités, c'est de créer des recettes de cuisine végétalienne. Alors, vous avez un très beau site. Merci. Que nous allons mettre en description. Vous faites vous-même vos photos. Je crois même que vous avez fait vous-même votre site. Oui, c'est moi qui ai fait mon site. Eh ben, il est très bien. Et toutes les photos sont très alléchantes et les recettes très, très bonnes et accessibles. Oui, c'est vraiment ce que je voulais faire, c'était rendre la cuisine végétale accessible pour que tout le monde, tout niveau de cuisine, en fait, puisse cuisiner végétal. Ça, c'est hyper important, effectivement. On mettra tous les liens et les références en description de cet épisode. Alors, parlons bouffe. D'abord, cuisiner végétal, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que... vous avez déjà parlé un petit peu de ce que c'est végétarien, végétalien, vegan, mais peut-être on peut aborder ça sous l'angle de la question du plaisir de cuisiner et du plaisir de manger. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cuisiner végétal ? Pour moi, cuisiner végétal, c'est tout simplement cuisiner en excluant tout produit d'origine animale, mais pour moi, ça change pas grand-chose finalement, puisque on peut retrouver les mêmes textures, les mêmes saveurs, on peut même végétaliser des recettes non véganes en les remplaçant par des alternatives. Et moi, j'estime que le végétal, en fait, ça n'enlève pas la gourmandise d'un plat. Donc ça, c'est un peu un préjugé que beaucoup ont, c'est vrai, qui pensent qu'en fait que manger végétal, c'est forcément manger sain, manger que des salades, alors qu'il y a bien de la fast-food végane, hein, il y a des burgers véganes, il y a des pizzas véganes. Finalement, en fait, la seule différence, c'est juste qu'on remplace les produits d'origine animale par d'autres ingrédients d'origine végétale, ou pas, même on peut faire des plats en fait sur mesure qui n'existaient pas dans un régime omnivore. Mmh. Oui, ou pas, c'est-à-dire on n'est pas obligé de juste remplacer, on peut aussi faire autrement. Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui. Mmh. Oui, parce que je tiens à préciser tout de suite, il n'y a aucun produit de pétrole ou je sais pas quoi, parce que des fois on entend ça. Des fois on entend c'est végétal, mais est-ce qu'il n'y a pas des produits à base de pétrole dans les recettes de cuisine ? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ok, je l'avais jamais eu celle-là. C'est possible. Donc on précise que quand on dit que c'est vegan, c'est que c'est végétal en fait. Oui. Donc c'est
aliments végétaux. Et donc, globalement plus ou moins naturel, même si ce mot reste à définir. Donc il y a le plaisir du goût et puis peut-être aussi le plaisir tout simplement de cuisiner. Vous qui étiez dans les jupes de votre mère toute votre enfance. Oui, c'est vrai. Je pense que pour beaucoup de personnes, en fait, la cuisine, c'est une contrainte. Et en fait, justement, moi, j'aimerais montrer que ça n'a pas besoin d'être une contrainte. À la base, moi, si j'ai ouvert mon blog de cuisine, c'était surtout parce que moi, en tant que personne autiste, je sais que que les personnes neuroatypiques parfois ont du mal, en fait, avec des tâches du quotidien, dont la cuisine. Et c'est pour ça que je voulais absolument proposer des recettes accessibles, faciles à tout niveau de cuisine et qui étaient abordables, inclusives et avec pas forcément beaucoup d'étapes et que malgré tout ça, en fait, on arrivait à avoir un beau résultat qui était plaisant autant visuellement que gustativement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages pour me dire j'aimais pas cuisiner avant, mais du coup quand je fais tes recettes, j'ai retrouvé le plaisir de cuisiner parce que finalement c'est devenu une vraie activité, c'est pas contraignant et ça c'est pas forcément que des personnes véganes, hein, c'est juste la cuisine de manière générale. Je pense qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça parce que ça leur paraît trop compliqué. Et moi j'avais vraiment envie, en plus d'ouvrir en fait le monde sur le végétal, d'aussi faire aimer la cuisine de manière générale à tout le monde. Ça veut dire donc, si je comprends bien, qu'il y a des personnes qui ne sont pas véganes et qui, quand même, font vos recettes et vous avez des retours de ces personnes. Oui, la plupart des personnes de ma communauté sont des personnes non véganes. D'accord. Oui. Votre communauté, c'est-à-dire des gens qui vous suivent sur les réseaux ? Sur les réseaux sociaux, oui. Et puis même quand j'ai des commentaires sur le blog, finalement, j'ai beaucoup de personnes qui ne sont pas véganes, en fait, qui disent apprécier mes recettes, ou par exemple, qui ont pris une de mes recettes parce qu'ils avaient une collègue végétarienne ou végane ou quelqu'un de leur famille. Et oui, souvent, c'est des personnes non véganes qui m'envoient des messages de remerciement, donc ça fait plaisir. C'est hyper positif. Ouais. Ça veut dire que ça touche, doucement, et puis avec la joie de la nourriture, et que ça touche le plus de personnes possible, et que la cause animale, finalement, petit à petit, prend sa place. C'est ça. Et alors, vous avez donc appris avec votre maman, mais vous avez aussi appris, il me semble, pendant un voyage en Asie, notamment. Et pendant peut-être d'autres voyages, comment ça s'est passé ? Oui, moi j'ai fait 3 formations culinaires. Du coup, les 2 premières, c'était entre 2017 et 2018. Moi, j'ai toujours été passionnée du Japon. Donc en 2017, j'ai fait plusieurs voyages là-bas, surtout parce qu'en fait moi quand je vais m'intéresser à une culture, j'ai vraiment envie de tout apprendre, donc apprendre la langue, les coutumes, la cuisine, etc. Et j'aimais déjà beaucoup la cuisine japonaise et je voulais vraiment si je reproduisais à l'époque j'avais pas mon blog, hein, c'était pour des raisons ludiques en fait, comme un hobby. Je voulais vraiment, quand je reproduis une recette, je veux vraiment connaître l'histoire de la cuisine, je veux la reproduire telle qu'il faut. Et du coup, j'ai profité de mes voyages là-bas pour suivre des formations culinaires. Donc, à l'époque, j'étais végétarienne, j'étais pas encore végane, mais j'ai suivi une formation dans une académie de ramen à Osaka. Et ensuite, j'ai aussi fait une formation privée avec un chef sur l'île de Yakushima. C'est l'île qui a inspiré Miyazaki pour Princesse Mononoke. Donc c'est une île perdue, il doit y avoir même pas 200 habitants. Et il y a quand même quelques restaurants, dont un petit izayaka végétarien. Et j'ai pu en fait apprendre à la cuisine végétarienne bouddhiste là-bas avec un chef japonais. Et ensuite l'assister pendant 2 semaines. J'ai aussi fait en Corée une formation pareille de 2 semaines pour me familiariser avec les saveurs coréennes, de la cuisine coréenne. Et ensuite, pendant le premier confinement, donc à l'époque où j'ai commencé à ouvrir mon blog et mes réseaux, j'ai fait une formation de pâtisserie végétale en ligne avec l'école Le Cordon Bleu de Londres. Donc c'était à distance, mais du coup ça m'a permis de me perfectionner dans la pâtisserie parce que c'était une lacune que j'avais pour le côté visuel, etc. Et après ça, j'ai pu lancer mon blog et faire des beaux gâteaux. Il y a plus de lacunes, là. Ils étaient bons, mais ils n'étaient pas forcément beaux. D'accord. Mais ils ont toujours été bons. Je n'en doute pas. Voilà, c'est bon, la perfection est pas loin. Quand je propose quelque chose, c'est important pour moi de pas faire d'appropriation culturelle, de pas m'approprier des compétences qui sont pas les miennes. Donc je me voyais pas en fait me spécialiser dans un domaine si j'avais pas une certaine validation d'expérience en fait derrière. Oui, d'où les stages avec les personnes oui, c'est ça.
Ok. Est-ce qu'on peut redéfinir ce que c'est l'appropriation culturelle? L'appropriation culturelle, c'est un terme qui est assez large et ça va dépendre, mais pour la cuisine, c'est par exemple un chef ou un créateur de contenu qui sera une personne blanche et qui va reproduire une recette ou une cuisine en fait d'une autre culture minoritaire, mais sans forcément créditer en fait soit la personne dont il s'est inspiré, soit la culture dont il s'est inspiré, et surtout sans donner le contexte. Par exemple, un créateur de contenu blanc qui va faire une recette de kimchi, mais sans préciser l'origine du kimchi, le fait que ce soit une tradition en fait en Corée, etc. Et surtout en fait quand il va se faire des bénéfices derrière, parce que un chef qui va sortir un livre de cuisine et qui va proposer une recette d'une autre culture, en fait, il va faire des bénéfices sur une culture qui n'est pas la sienne et sur une culture minoritaire. Et c'est très problématique parce que les séquelles de la colonisation sont encore très présentes. Donc, pour moi, en fait, c'est vraiment quelque chose qui passe pas du tout avec moi. Ouais. Parce que dans la cuisine, c'est très, très courant et ça a été normalisé. Et je trouve pas ça... parce que, par exemple, si c'est une personne en fait d'une minorité qui va sortir le livre, il va peut-être moins se vendre que si c'est une personne blanche qui va s'approprier cette culture. Donc c'est pour ça que pour moi en tant que personne racisée, c'est important, si je vais refaire une recette d'une autre culture que la mienne, de toujours en fait être sûr de bien faire les choses, de créditer la personne dont je me suis inspirée. Ou par exemple, je donne toujours des informations en fait sur j'ai déjà fait une recette de kimchi, mais j'explique d'où ça vient. J'ai bien précisé que j'avais été formée en Corée pour apprendre la recette comme il fallait, et surtout c'est pas une recette que je vais mettre dans un livre que je vais ensuite commercialiser. D'accord. Bon, vous avez quand même beaucoup de recettes, donc est-ce qu'on appelle des recettes hybrides, enfin ce que vous appelez des recettes hybrides, est-ce que c'est justement des recettes ou des façons de faire que vous avez apprises notamment au Japon ou en Corée par exemple, et que vous pouvez, en le précisant dans vos recettes, réutiliser en réinventant autre chose, ou pas du tout? Personnellement, justement, comme c'est un sujet très important pour moi, l'appropriation culturelle, si je propose une recette d'une autre culture, je vais vraiment la proposer telle quelle. Je fais pas trop de cuisine fusion, à part si par exemple je fais une collaboration j'ai fait une collaboration avec une amie à moi, Shainez, qui est maghrébine, et on a fait des cuisines fusion de nos cuisines à nous, mais je me permettrai pas de le faire si c'est pour mon blog en fait avec une autre culture. Quand je parle de recettes hybrides, c'est plus de mes cultures à moi, puisque j'ai quand même plusieurs cultures différentes. Donc par exemple, des fois pour les fêtes juives, je propose souvent des menus sur mesure, et des fois j'inclus un peu des saveurs caribéennes dedans. Comme ça, c'est mes deux cultures qui sont mélangées, où je reprends des techniques de cuisson caribéennes que j'applique aux recettes juives, par exemple. C'est plus ça. Ça me donne faim. D'accord, donc c'est donc ça, les recettes hybrides. C'est inventé grâce au mélange de votre culture. Oui. Et qui, effectivement, est très riche. Oui. Ok. Et alors, vous faites aussi des recettes plus traditionnelles, dans lesquelles vous remplacez pour le coup. Donc c'est moins de l'invention, c'est plus de remplacement. Est-ce que vous utilisez par exemple des simili-carnés ou des choses comme ça? Alors moi personnellement, je consomme pas énormément de simili-carnés. J'en consomme de temps en temps, je dirais 1 à 2 fois par mois. Mais quand c'est comme ça, je préfère utiliser un produit brut et moi le transformer. Donc par exemple du tofu ou du seitan ou des protéines de soja que je vais réhydrater. Ça, quand c'est pour remplacer la viande, je préfère travailler moi-même le produit pour me rapprocher au plus de la texture et de la saveur initiale, même si j'ai pas beaucoup goûté de viande dans ma vie. Mais c'est vrai que visuellement, j'arrive assez à retrouver. Puis j'ai toujours des amis à moi qui peuvent goûter et me dire si ça ressemble au goût d'avant. Mais c'est vrai que oui, de temps en temps, quand même, quand c'est des jours de flemme ou que j'ai pas le temps, je consomme des simili-carnés tout faits, mais c'est pas ceux que je privilégie pour l'élaboration de mes recettes. Mmh. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre aux personnes qui rétorquent régulièrement que les véganes devraient inventer leurs recettes, inventer de nouveaux noms de recettes, et quel intérêt à retrouver le goût de la viande avec des simili-carnés ou du poisson ou des produits laitiers? Qu'est-ce qu'on pourrait rétorquer? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent, mais vous avez qu'à inventer vos propres trucs. Oui, c'est vrai. Moi, c'est un commentaire qu'on laisse souvent sous mes recettes quand, par exemple, je vais dire lait concentré vegan ou poulet vegan ou quoi. Après, moi, personnellement, je suis pas concernée personnellement parce que j'ai pas vraiment consommé de viande dans ma vie, mais
j'estime en fait que si on arrête de manger de la viande, c'est pas parce qu'on n'aime pas ça, c'est parce qu'on n'aime pas comment la viande est faite. Mais on sait que c'est bon en fait. Enfin, même moi qui ai quand même eu un rejet, je sais que quand j'ai goûté, j'ai trouvé ça bon. Donc finalement, le fait d'utiliser ces mots et de mettre vegan derrière, ça donne une piste en fait pour les personnes qui sont en transition, pour qu'ils sachent en fait que ça va ressembler à ça. Et surtout, même psychologiquement, je pense que ça aide. C'est plus facile en fait, parce que peut-être qu'on va se dire ça va forcément être bon parce que c'est du poulet vegan. Et puis surtout, je sais pas, même dans leur dictionnaire à eux, le lait démaquillant, c'est pas du lait, le caviar d'aubergine, c'est pas du caviar. Il y a plein d'exemples comme ça. La tomate cœur de bœuf, là, il y a personne en fait pour faire des débats là-dessus. C'est que quand c'est des produits véganes que ça les dérange. Donc c'est un peu hypocrite, je trouve, de pas comprendre en fait cette nuance, alors que eux-mêmes ils utilisent tous les jours des produits en fait qui ont des noms qui n'ont pas de sens. Bien sûr, et personne ne questionne ça. Et surtout, vous inventez de toute façon vous-même des recettes, donc en fait, ça n'empêche pas. Par exemple, là, il y a la marque La Vie qui a sorti un jambon végétal. Ils vont pas l'appeler tranche d'herbe, tranche de protéines façon... je sais pas quel nom ils peuvent donner à ça, en fait, ça n'a pas de sens. Je pense que non. Oui. Et puis surtout, si c'est vendu tel quel, c'est qu'ils ont le droit de l'appeler comme ça, pour l'instant. Pour l'instant, mais oui. Il y a une petite guéguerre, effectivement, de ce côté-là. Alors, vous parliez d'une collaboration que vous avez faite avec une amie maghrébine. Oui. Et peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut souligner dans le fait de faire la cuisine, le partage. Comment ça s'est passé ? C'était quoi ces recettes ? Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette collaboration, que vous pouvez peut-être retrouver dans le fait de faire la cuisine parfois ? Je trouve que c'est toujours intéressant de voir en fait qu'importe les cultures, en fait, on a toujours quand même des similitudes. Déjà, la cuisine c'est universel. On a des saveurs qu'on retrouve beaucoup, surtout qu'en fait aux Caraïbes, étant donné que c'est une région qui a été colonisée et où ensuite beaucoup de peuples en fait sont arrivés. Je sais que par exemple aux Caraïbes, il y a beaucoup de Chinois, de Japonais, de Maghrébins qui sont arrivés en fait après la fin de l'esclavagisme. Donc déjà chez nous, on a des saveurs qu'on retrouve au Maghreb ou qu'on retrouve en Asie. Et du coup, en faisant des collaborations, je trouve avec d'autres cultures, on peut essayer de trouver des similitudes et revenir un peu dans l'histoire et se rendre compte que finalement, comme je disais, en fait, la cuisine c'est universel. Et pour cette collaboration, on avait fait je sais pas le dire. Msemen. J'ai pas envie de mal le dire. On avait fait un pain maghrébin qu'on a fourré en fait avec une garniture typique des Antilles. Ah oui. Et on a fait aussi des cornes de gazelle qu'on a servi avec une boisson typique de la Martinique. D'accord, donc c'était une vraie collaboration, un vrai mélange. Oui. Et dans le livre Cuisine afro-végane, alors peut-être... Cuisine végane des Caraïbes. Pardon. Oui, parce que moi je ne suis pas afro-végane. Alors, on en pas parle, du tout. Ouais, effectivement. Est-ce qu'on peut faire la distinction justement entre ces deux types de cuisine ? En fait, l'afro-véganisme, c'est un mouvement, c'est pas vraiment une cuisine. C'est vraiment un mouvement social à part entière. En fait, c'est en fait c'est comme un retour aux sources de la communauté noire. Parce qu'il faut savoir que avant la colonisation, beaucoup de peuples en fait, que ce soit en Afrique ou aux Caraïbes, consommaient principalement des produits végétaux. Et en fait, l'afro-véganisme, c'est un mouvement qui a un peu eu son origine à l'époque des Black Panthers. Je sais pas si vous savez, mais déjà la femme de Martin Luther King était végétarienne. Et c'est un peu comme un retour aux sources pour un peu casser le lien en fait avec la colonisation, l'emprise en fait qu'a eu la colonisation sur nos ancêtres. Et c'est le fait de retourner à nos origines, de retrouver en fait nos anciennes traditions, les plats en fait qu'on cuisinait avant. Parce qu'il faut savoir que la viande en fait c'était pas coutume en fait d'en consommer autant dans nos communautés. C'est vraiment les colons qui ont emmené leurs habitudes et qui ont instauré ça, et c'est devenu la nouvelle normalité, alors qu'en fait c'était pas comme ça avant. Et c'est pour ça qu'en fait on peut parler d'un mouvement, parce qu'on veut vraiment retourner aux sources. Alors vous voulez dire que les colons ont amené la viande, c'est-à-dire qu'il y aurait eu moins de... pratiquement pas de consommation d'animaux. Alors je dirais pas pratiquement pas, mais beaucoup moins, ça c'est sûr. C'était pas du tout en fait c'était la surconsommation de viande qu'il y a actuellement dans des communautés noires, ça n'existait pas avant. Ça a vraiment été
déjà, ça coûtait cher la viande avant que les colons arrivent. Et en fait, quand on revient aux sources, c'était pas aussi présent. Alors que maintenant, en fait, beaucoup de personnes pensent que ça n'existe pas des noirs végétariens ou véganes, et ça n'a aucun sens. Oui, alors qu'il y avait il y avait beaucoup de... Que ce soit en Afrique, aux Caraïbes. Par exemple, aux Caraïbes, les peuples autochtones ne consommaient de la viande que quand il s'agissait de survie. Ouais. Il y avait tout un rituel en fait autour de la mise à mort et de la consommation d'un animal. En fait, ensuite, on allait faire un rituel de remerciement et c'était vraiment en fonction, parce qu'en fait, à l'époque, ils vénéraient les astres et le soleil, et c'était vraiment en fonction de ça en fait qu'ils allaient adapter leur alimentation. C'était pas comme aujourd'hui en fait où c'est tous les jours en fait les gens ont consommé de la viande presque à chaque repas, et c'était des habitudes qu'on n'avait pas en fait avant. Ça a vraiment été amené par les Européens. Après, je suis pas non plus aussi je suis pas comme je suis pas militante, moi c'est vraiment des connaissances que j'ai, mais c'est pas plus poussé. Mais je sais que par exemple quand les esclaves sont arrivés aux Caraïbes, la plupart ne consommaient pas vraiment de viande, et c'est parce qu'en fait les maîtres ont commencé à leur nourrir, à leur donner des abats, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à avoir de la viande dans leur alimentation de tous les jours. C'est-à-dire qu'ils leur donnaient les restes? Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de recettes antillaises sont à base de pieds de cochon, de queue de cochon. C'est resté, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Et les acras de morue, c'est pas du tout une recette antillaise. Hein. C'est les colons qui ont amené la morue. Ça n'existait pas, la morue aux Antilles. D'accord. Oui. Donc c'est pour ça que moi, les acras, c'est... C'est un peu, oui, c'est un sujet sensible, effectivement. Oui, encore aujourd'hui, il y a toujours les traces de la colonisation dans nos cultures. Hein. Ouais. Bon, c'est très troublant tout ça, parce que souvent on parle que le véganisme, tout ça, le végétarisme aussi. D'ailleurs, c'est un truc de bobo parisien ou de blanc ou de voilà, alors que bon, d'après tout ce que vous nous dites, pas du tout. Je pense qu'il y a une information très importante à rappeler, c'est que le mot vegan a été inventé par un Britannique, et ce mot, il l'a inventé en revenant d'un voyage en Afrique. Donc, oui. Qu'est-ce qu'il a inspiré? Ah, je ne savais pas. Je ne sais pas. On ne sait pas, on ne saura jamais, mais c'est quand même assez troublant quand même. Ouais. Il a vraiment ramené ce terme et ce mouvement en fait après avoir cohabité en fait dans des tribus indigènes en Afrique. Et donc du coup, moi je pense qu'il s'est un peu inspiré notamment il y a des peuples en Éthiopie qui suivent un jeûne 100% végétarien pendant quelques mois de l'année, par exemple. Ah oui, je ne savais pas du tout. Effectivement, c'est pas du tout. Oui, de toute façon, il a inventé ce mot dans les années 50, je crois. C'est quand même relativement récent. C'est très récent, déjà. C'est 20e siècle. Ouais, tout à fait. Mais du coup, par exemple, en effet, le terme vegan a été inventé et officialisé par ce Britannique, mais ça ne veut pas dire qu'en fait ce mode de vie n'existait pas avant. Alors déjà, on peut déjà remonter aux traces, comme je parlais des autochtones tout à l'heure, il y avait certaines tribus qui étaient 100% véganes à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y a quand même des traces de certaines tribus. Après, comme ça remonte à avant la colonisation, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de preuves concrètes, c'est plus en fait des récits et des écrits. Mais en revanche, on peut aussi parler du mouvement Rastafari qui a pris naissance à la fin de l'esclavagisme et officiellement dans les années 30. Et il faut savoir que les Rastafari suivent pour la plupart un mode de vie 100% et strictement vegan. D'accord. Donc, même si ils n'utilisent pas le terme vegan, c'est quand même le même principe. Donc, pas de consommation de produits d'origine animale, pas d'exploitation animale, pas de cuir, pas de laine. Donc finalement, ça prouve que ce mode de vie a toujours existé et encore plus chez les minorités, puisque c'est comme aussi dans la communauté asiatique. Donc il y a certains bouddhistes en fait qui sont véganes plus que végétariens. Donc ça veut dire que le monsieur l'anglais qui a inventé entre guillemets le mot vegan, pas évidemment la notion de véganisme, mais le mot vegan, l'a fait en revenant d'Afrique, donc dans les années 40. Et que en fait, le mouvement Rastafari, par exemple, était déjà présent. Oui, mais après, en revanche, le mouvement Rastafari, c'est pas en Afrique, c'est en Jamaïque. Donc c'est plus en Caraïbes, mais il y a quand même... je pense qu'à l'époque, il s'était pas encore déployé autre part, parce que maintenant, il y a des Rastafari partout dans le monde. Ils sont principalement concentrés en Jamaïque et en Guadeloupe, mais je pense qu'il y en a quelques-uns en Afrique. Il doit y en avoir aussi... forcément, il y en a... en Europe, etc. Mais je pense que dans les années 40, ils étaient principalement concentrés toujours en Jamaïque. C'est vrai que moi, il y a beaucoup de personnes qui
ont du mal à comprendre que c'est possible d'être une personne noire et d'être végane. Il y a un peu le stéréotype des Noirs et du poulet qui est un stéréotype qui remonte en fait à l'époque de la ségrégation aux États-Unis. Et par exemple, une fois en fait, j'avais partagé sur Instagram une story qui disait que le comédien Kevin Hart, qui est végane et noir, avait ouvert un fast-food de burgers vegan. Et quelqu'un m'a envoyé un commentaire, un noir végétarien, j'ai jamais vu ça. Et du coup, suite à ça, en fait, j'avais fait un TikTok qui montrait beaucoup de célébrités véganes à travers le temps qui étaient véganes ou végétariens, et ça avait suscité beaucoup de réactions parce qu'en fait, il y a vraiment en fait ce stéréotype qui est ancré. Et d'ailleurs, c'est assez ironique parce que aux États-Unis, quand on regarde les statistiques des personnes véganes, 8% sont noirs contre 3% de blancs. Ah oui, ouais. Quand même, c'est énorme comme écart. Ça, c'est parce que, comme on en parlait, le mouvement afro-vegan en fait est en train de prendre de l'ampleur dans les communautés afro-américaines surtout. Et est-ce qu'on explique pourquoi c'est aussi fort comme conviction dans le mouvement Alors moi, je sais pas trop si ça a augmenté, parce que si ça a augmenté, on pourrait quand même expliquer ça avec tout le mouvement Black Lives Matter et le fait de vouloir se défaire en fait des séquelles de la colonisation qui sont encore présents. Mais je suis pas, peut-être que c'était déjà présent avant. Ça, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je me suis pas trop renseignée. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Mais je pense que ça a augmenté en fait par rapport à avant. Mais je pense que c'était déjà présent quand même. Hein. On peut presque parler de, d'intersectionnalité, en tout cas de rapprochement de lutte. C'est intéressant. Puis en plus, là, il y a des statistiques qui montrent, en tout cas aux États-Unis. Quoi. Aux États-Unis, en tout cas, oui. Ici, c'est en France métropolitaine. Je pense qu'en France, on n'a pas le droit de faire des statistiques sur les populations. C'est illégal, donc je pense qu'on n'aura pas la réponse. C'est vrai. Enfin, sur les races, on n'a pas, c'est illégal en France. En Europe, je crois. En tout cas, il y a peut-être effectivement une convergence des luttes qui se ressent, peut-être qui commence à émerger. Aux États-Unis, en tout cas, oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais donc, ça veut dire que vous avez vécu ce racisme-là, donc... Bon, après, c'était même pas contre moi qui disait ça, c'était contre Kevin Hart, mais bon, du coup, ça me mettait dedans, parce qu'il disait que ça n'existait pas. Mais bon, comme je vous ai dit, et le pire, c'est que c'était un noir qui a dit ça. Hein. Ah bon? Ah oui, c'était du racisme intériorisé. Oui, il y a beaucoup de colorisme on appelle ça du colorisme, en fait. C'est-à-dire, c'est quand les personnes, en fait, les personnes noires dark skin ne considèrent pas les métis comme des noirs. Dark skin, c'est-à-dire la peau noire. Oui, vraiment... parce que moi je suis noire, mais je suis pas foncée. Donc parce que je suis métisse, et du coup il y a certaines personnes qui sont un peu dans l'extrême et qui disent qu'on n'a pas le droit de se considérer noir parce qu'on est métisse. Ah oui. Ça alors que bon, la société aux yeux de la société, je suis noire. Hein, donc, oui. J'ai pas tous les avantages qu'une personne blanche a, donc j'ai le droit de dire que je suis noire quand même. Bah, bien sûr. Oui. Vous avez vécu du racisme. Est-ce que vous vivez de la discrimination due peut-être au handicap aussi? De toute façon, oui, parce que le handicap est hyper excluant, forcément. Je risque une question très compliquée, mais est-ce que du coup, on peut faire un rapprochement entre ces discriminations-là et la discrimination qui vise les animaux non humains? Alors moi, je comprends d'où vient en fait cette comparaison, parce qu'en fait, oui, ce sont toutes les deux des oppressions systémiques. En revanche, je trouve que c'est un sujet sensible et c'est un peu délicat de comparer les deux, parce qu'en fait, le racisme, ça vient de la haine et de la peur, alors que l'exploitation des animaux, en fait, ça vient de ce qu'on pense être une question de survie et de naturel. Ah oui. C'est-à-dire que, et du coup, pour moi, en fait, la comparaison est un peu déplacée, surtout que la plupart des gens qui font les comparaisons sont des personnes blanches. Et moi, en tant que personne noire et juive, ça me met extrêmement mal à l'aise quand je vois des créateurs de contenu blanc qui font la comparaison entre les deux. Parce qu'encore une fois, le racisme, en fait, c'est nourri par la haine, c'est nourri par la peur d'autrui. Et on consomme pas un animal parce qu'on a peur de lui. On le consomme parce qu'en fait, on a été conditionné à penser qu'on ne peut pas survivre autrement. Et en effet, dans ce conditionnement, en fait, on n'a pas vraiment pas forcément d'empathie pour l'autre animal. Et peut-être que oui, on engendre de la cruauté, mais selon moi, ça reste quand même délicat de comparer les deux. Je comprends très bien. Après, je pense que c'est un sujet qui est très vaste à développer, et je veux pas non plus être trop dans le jugement, mais en tout cas...
c'est vrai que quand on est racisé et qu'on voit ce genre de comparaison, ça met extrêmement mal à l'aise. Et en fait, c'est souvent, comme je disais, c'est souvent des créateurs de contenu blancs, ou des créateurs de contenu ou des militants blancs en fait qui font ce rapprochement et qui sont dans cet extrême. Et c'est souvent des personnes qui, en plus, n'incluent pas les minorités dans la lutte des droits animaux. Et c'est des personnes qui ne connaissent pas, qui savent pas ce que c'est l'intersectionnalité. C'est des personnes qui souvent aussi dans les milieux militants peuvent être homophobes ou racistes eux-mêmes sans en avoir conscience. Donc je trouve que cette comment dire, c'est un peu pas ironique, mais cynique presque. C'est un peu cynique presque, oui. Oui, je comprends tout à fait. Enfin, personnellement, j'ai jamais vu une personne végane noire ou latina ou juive faire ces comparaisons. Et je pense que c'est important de méditer là-dessus. Ouais, tout à fait. En tout cas, à ce moment-là, s'il y avait une comparaison à faire, ce serait peut-être à ces personnes-là de la faire et pas aux personnes blanches. Oui. Enfin, si on a envie de s'approprier ça, pourquoi pas. C'est ça, oui. Généralement, c'est plutôt aux personnes concernées, en fait, Oui. Oui, c'est ça. Si elles trouvent que c'est pertinent, en tout cas, de le faire. Mais après, comme je disais au début, je comprends d'où vient la comparaison d'origine. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire une différence entre la nature, en fait, de ces deux oppressions, quoi. Je pense que quelqu'un qui va consommer, un consommateur lambda de viande qui n'est pas forcément éduqué, qui n'a pas vu forcément regardé des vidéos sur comment ça se passe, les abattages, etc., on peut pas dire qu'il est profondément, en fait, une vache, en fait. C'est juste que la société lui a appris que c'était comme ça et pas autrement. Alors que quand quelqu'un qui est raciste et qui va... qui est capable en fait d'aller agresser une personne noire seulement parce qu'elle est noire c'est qu'elle a une haine en fait envers cette personne, c'est quand même différent. Ouais. La preuve par exemple, c'est que les chasseurs se justifient en disant qu'ils aiment la nature et les animaux. Donc on n'est pas dans une haine ou une peur en fait de l'animal. Et les éleveurs d'ailleurs, souvent les éleveurs, les éleveuses, souvent, pas toujours, mais disent que les animaux, leurs animaux, ils les aiment, etc. Donc effectivement, c'est tout le contraire des oppressions envers les humains, en tout cas. Alors, peut-être qu'on peut en profiter pour expliquer le mot intersectionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire réellement dans les luttes contre les oppressions ? L'intersectionnalité, en fait, dans le militantisme et en fait dans les luttes, c'est quand on va vraiment inclure tout le monde dans une lutte. Donc, pas que en fait les personnes qui nous ressemblent, mais aussi les minorités. Et c'est vrai que moi, dans le véganisme, j'ai déjà vu des personnes véganes en fait qui vont être homophobes ou validistes ou qui vont tenir des propos de racisme ordinaire, par exemple. Que en fait, moi, j'estime que quand on est végane, on est censé défendre les droits des animaux. Tous les animaux, compris les humains. Et pour moi, ça n'a pas de sens, en fait, d'être végane, mais d'être homophobe, ou par exemple, d'être féministe, mais ne pas inclure les personnes trans. Et moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup, en fait, dans mon quotidien, en fait, en tant que créatrice de contenu sur les réseaux et surtout dans le monde végane. Et malheureusement, c'est encore très rare, en fait, d'avoir du militantisme intersectionnel dans ce milieu. Je trouve ça fou parce que, en fait, pour que les luttes avancent, il faudrait qu'on soit vraiment tous ensemble. Ça a l'air un peu bisounours ce que je dis, mais à vrai dire, il faut que tout le monde se sente légitime et concerné pour notamment faire avancer la lutte pour les animaux. Je veux dire, on peut pas dire toi t'es noir ou toi t'es blanc et donc t'as le droit, t'as pas le droit. Enfin, ça n'a aucun sens. Je veux dire, il faut que tout le monde s'approprie cette lutte-là. Et donc forcément, le racisme n'a aucune place dans le véganisme, l'homophobie encore moins. Enfin, n'a pas de place non plus en tout cas. Et toutes les autres, le validisme, etc. quoi. Ouais, mais le problème, c'est que je pense que comme on navigue dans une société qui est elle-même validiste et raciste, il faut le dire, ça déteint forcément sur les personnes. Et il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à mettre leurs privilèges de côté quand c'est comme ça. Et c'est un problème, en fait, qui est très présent en France dans le militantisme. Ouais. Le racisme est toujours très ancré, il faut quand même le dire, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui a disparu avec l'abolition de l'esclavage, quoi.
Mais même pas forcément du racisme, hein, de toutes les luttes. Par exemple, je sais que moi souvent j'ai un peu des accrochages avec des personnes qui par exemple sont aussi un peu classistes ou validistes, parce que par exemple moi j'ai été élevée en extrême précarité par ma mère, et c'est vrai que je sais que par exemple il y a des produits, que par exemple c'est pas possible pour tout le monde d'être vegan et de ne consommer que bio. Et de ne pas consommer de simili-carné, de ne pas consommer d'huile de palme, parce que c'est un sujet qui est quand même très sensible dans la communauté végane. Et moi, en fait, j'estime que les personnes qui ne comprennent pas que tout le monde n'a pas le privilège de pouvoir arrêter de consommer certains produits, c'est du classisme, et c'est très grave, en fait. Et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure par rapport aux médicaments. Moi, je sais qu'il y a un médicament que je prends dont l'enrobage n'est pas vegan, mais j'ai pas le choix parce que c'est une question de survie, en fait. Tout le monde n'a pas le privilège de pouvoir manger bio, de pouvoir... En plus, c'est un raccourci qui est souvent fait par des gens qui ne sont pas véganes. Oui, ils s'attendent à ce qu'on soit parfait. C'est ça, ils commencent à manger de saison tout le temps, alors que des fois, quand t'es une personne handicapée, que t'as des habitudes alimentaires et que tu peux pas faire autrement que de... tu vois, il faut aussi essayer de se mettre à la place des autres. Et voilà, c'est ça aussi, l'intersectionnalité, c'est... essayer d'être inclusif et d'être compréhensif et de pas attendre que tout le monde soit parfait, parce que ça n'existe pas. Non, ça se saurait. Ouais. Alors, on a 2 petites questions rituelles à la fin de nos épisodes. Est-ce que vous auriez une recette à nous donner ou à nous partager? Si vous n'avez pas de recette, un endroit où vous aimez aller manger? Alors comme recette, je conseille toujours la recette de tofu au caramel qui est sur mon blog, parce que toutes les personnes qui l'ont testé m'ont dit que ça leur faisait aimer le tofu. Donc j'ai converti des milliers de personnes au tofu avec cette recette. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés sur le tofu, qui pensent que c'est fade alors que pas du tout, si on sait le cuisiner. Donc donc tofu au caramel, si vous tapez sur Google, vous allez tomber directement sur mon blog. Elle est facile à faire? C'est une recette qui est extrêmement simple à faire, qui ne nécessite même pas 15 minutes en cuisine, qui est... Magnifique. Ouais. Et alors, la dernière question, c'est est-ce que vous auriez, après toute cette conversation, est-ce que vous auriez un message à donner à des personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par le sujet du végétalisme, du véganisme, de la cause animale, qui ne sont pas forcément encore véganes, ou qui le sont déjà, ou qui ont un proche qui se pose des questions sur tout ça? Alors moi, je dirais que chaque parcours est différent, et que moi, j'ai parlé de mon expérience en disant que j'étais devenue végane du jour au lendemain, mais que ça peut prendre le temps qu'il faut, c'est OK. En fait, il vaut mieux en fait prendre son temps et faire étape par étape que de se précipiter. Parce que en fait, selon votre profil, si vous vous précipitez, peut-être que vous allez justement ne pas être assez préparé et arrêter parce que ça va pas vous convenir. Donc vraiment, en fait, chaque personne est différente, chaque parcours est différent. Et rien que le fait, en fait, de s'intéresser à la cause animale, même si vous n'êtes pas vous-même végane pour le moment, c'est déjà beaucoup plus que certains feront. Donc c'est pas non plus la peine de culpabiliser, parce qu'on n'est pas non plus là pour juger la consommation des autres. Et c'est, selon moi, en fait, c'est la société qui est responsable. C'est pas les consommateurs, en fait. Donc il faut éviter de culpabiliser et aussi d'essayer de tout faire parfaitement, parce que ce sera jamais possible. Et juste renseignez-vous, et puis et surtout faites des bilans sanguins si vous voulez devenir végane. C'est très important, puisqu'on chaque personne est différente, et vous aurez peut-être pas forcément les mêmes besoins nutritionnels que votre ami qui est devenu végane il y a 2 ans, ou que la personne que vous suivez sur les réseaux et qui vous donne des conseils, en fait. Donc vraiment prenez soin de votre corps, c'est le plus important. Ah, c'est super. Merci beaucoup, Ali. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Voilà, chers auditorices, c'était ma rencontre avec Elfie Ali. J'espère que les saveurs que nous avons évoquées vous ont mis l'eau à la bouche. Non, la cuisine végétale n'est pas fade, ennuyeuse ni inaccessible. C'est vraiment tout le contraire. En plus, elle nous a permis d'aborder plein d'autres sujets. Ali nous a montré que le véganisme n'est pas un truc de blanc ou une mode. C'est une façon de voir le monde qui est présente depuis longtemps et dans plusieurs cultures. Et puis, on pense communément que l'antispécisme dénonce simplement la suprématie de l'être humain sur les autres animaux. En écoutant Ali, je me rends compte une fois de plus que c'est une vision un peu binaire et simpliste. En réalité, combattre le spécisme pose bien sûr et avant tout la question de la morale et de l'éthique animale.
mais implique aussi de questionner les rapports de domination des humains entre eux, comme le racisme, le classisme, le validisme et les autres oppressions. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux, à mettre des étoiles dans Apple Podcast ou Spotify, ou des pouces sur YouTube, et surtout, laissez-moi des avis et des commentaires. À très vite!